Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle interview pour Profil Public. Aujourd'hui on est avec Juliane et elle va un peu nous parler de son parcours, de ses expériences, etc. Donc, salut Juliane. Salut Arthur et bonjour à tous. Donc d'abord on aime bien commencer par quelque chose d'assez anecdotique. Tu nous avais dit que tu avais pu rencontrer l'ancien ministre en charge de la fonction publique, donc Stanislas Guerini. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment un peu spécial, si je puis dire? Oui, en fait c'était chaque année depuis 2 ans, donc c'est pas encore hyper ancré, mais il y a ce qu'on appelle le salon Choisir le service public qui met en avant la fonction publique et où il y a des employeurs qui rencontrent des potentielles personnes qui souhaiteraient intégrer la fonction publique. Et donc, en tant qu'alternante au sein de la DGAFP, mais j'y reviendrai, il a fallu que je sois à ce fameux salon. Et en fin de journée, pour un peu tous nous détendre, on a voulu aller faire. Il y avait un photo booth où tu pouvais te prendre en photo. Et donc, avec l'équipe, on a voulu se prendre en photo. Et en fait, quelqu'un nous passe devant et je suis à la limite de dire "Eh oh!" Et je vois qu'en fait c'est Stanislas Guerini qui souhaitait prendre des photos aussi avec son équipe, etc. Et donc du coup il nous regarde comme ça, il nous dit mais vous m'avez suivi toute la journée parce qu'en fait mes collègues étaient tout habillés en rouge, enfin des couleurs assez flashy, et il nous avait repérés parce qu'en fait on travaillait du coup pour son ministère, donc forcément on l'a suivi un peu, et il a trouvé ça très rigolo, il a accepté de prendre une photo avec nous, donc j'ai une photo avec mon ministre. Voilà, donc ça commencerait très fort. Du coup, vu que tu nous expliques que tu es venu au salon dans le centre de tes missions, est-ce que tu pourrais aborder un peu plus ton parcours, tout simplement? Oui. Du coup, assez classiquement, je sais pas jusqu'où faut que je reparte parce que sinon ça peut déjà être un petit peu long. Non, peut-être dire, voilà, j'ai une formation plutôt juridique puisque j'ai fait une licence droit Sciences Po et après un master en droit des collectivités territoriales. Que j'ai complété avec une autre formation un peu plus transversale de management public territorial, donc toujours dans la fonction publique, parce que en fait, quand je suis arrivée en deuxième année de droit, on a dû faire un stage et je trouvais pas trop ce que je voulais faire et j'avais pas d'idée même d'employeur à part un cabinet d'avocats, mais c'est toujours assez compliqué. Et en fait, assez naturellement, ma mère, elle m'a dit, en vrai, la mairie à côté de chez toi, ça y trouve toujours ils cherchent toujours des stagiaires. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Donc, j'ai envoyé une lettre à mon maire en disant, voilà, je suis Juliane, j'habite dans votre ville, je suis en deuxième année de droit, j'aimerais faire un stage chez vous, sans préciser, parce qu'en plus, j'avais pas trop d'idées à part état civil, mais sinon, j'avais pas d'idée de service, donc sans rien préciser. Et j'ai été recontactée assez rapidement et j'ai passé 3 mois auprès du cabinet du maire. Ça a été hyper formateur, ça m'a vraiment permis de comprendre ce qu'on faisait concrètement, quoi. Et donc, même parfois, après, je disais à ma mère, tu vois, ça, c'est moi qui l'ai fait pour la ville ou quoi, enfin, en tout cas, qui ai contribué. Et c'est comme ça que je pense que j'ai rencontré, entre guillemets, la fonction publique. Donc tout à l'heure, tu nous avais un peu parlé de la DGAFP. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Et d'ailleurs, un truc tout bête pour commencer, DGAFP, c'est une abréviation. Et ça veut dire quoi, du coup, DGAFP? Donc oui, effectivement, j'ai bossé à la DGAFP, qui est la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, c'est un peu long à dire, qui est une direction qui est rattachée à Bercy, mais où son ministre de tutelle, c'est le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, là aussi un peu compliqué à dire. Et en gros, pour un peu vous dégrossir, parce que ça peut paraître un peu inconnu entre guillemets, cette direction, elle est considérée comme étant les DRH de l'État, puisqu'elles ont des thématiques assez variées, que ce soit l'inclusion, la diversité, l'attractivité et ce genre de choses. On a parlé un peu des missions que tu as effectuées lors de ton passage à la DGAFP. Si j'ai bien compris, il y avait tout un passage sur l'égalité des chances, etc. Dans un contexte aujourd'hui qui peut être complexe, bien sûr. Est-ce que du coup, de cette expérience-là, tu peux répondre un peu sur est-ce qu'il y a une égalité des chances, ou en tout cas actuellement où ça en était, et si tu sais aussi bien sûr vers où on va. Vaste question, mais je te laisse te débrouiller. C'est gentil, merci. Effectivement, donc vaste question. Donc quand j'ai bossé à la DGAFP, la mission principale, c'était de travailler sur ce qu'on appelle le plan talent du service public, qui est un plan qui est maintenant mis en place depuis 2021 et qui partait du postulat tout simple que il n'y avait pas assez de diversité dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, parce que c'est quand même très vaste, il y a tous les versants, etc. Et ils ont souhaité donner plus de possibilités pour accéder à la fonction publique. Et comment on y accède? Par des concours. Et donc, ils ont mis en place des prépas pour préparer 45 concours de la fonction publique. C'est très varié, ça peut être dans le pénitencier, dans les soins,
dans l'administration, etc. Et donc, le public cible, c'est d'avoir à la fois des personnes qui sont en recherche d'emploi et des étudiants boursiers pour qu'ils puissent être accompagnés lors de leur prépa avec un accompagnement à la fois financier et d'enseignement en étant en prépa pour pouvoir réussir leur concours et permettre une plus grande diversité dans la fonction publique. Et pour répondre à ta question de savoir est-ce que aujourd'hui il existe une égalité des chances, c'est compliqué parce que c'est très mouvant. C'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place durablement. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce plan-là et c'est ce vers quoi il vise. Il y a pas d'ailleurs pas que ce plan-là, hein, mais en l'occurrence à la DGAFP, c'est ce qui était fait. Et l'intérêt aussi, et je pense que là il a été plutôt bien fait entre guillemets, c'est qu'il prenait vraiment de A à Z le profil et le parcours de la personne. C'est-à-dire que ça commençait dès le collège et le lycée avec les cordées du service public pour vraiment imprégner les gens de ce qu'est la fonction publique parce que c'est pas forcément toujours très connu. C'est-à-dire que au-delà des barrières qu'on peut se mettre en se disant on n'est pas assez bon pour faire l'ENA, enfin maintenant INSP, il y avait aussi cet enjeu de il faut qu'on soit connu en fait et qu'on montre toutes les possibilités qu'il existe. Donc à la fois collège-lycée avec les cordées et après une fois qu'on a fait des études à partir du bac plus 3 et bac plus 5, avoir cette possibilité-là de passer les concours parce que maintenant qu'on sait tout ce qu'il y a, allez, on se donne les moyens avec des moyens financiers et d'enseignement pour y arriver. Merci beaucoup pour ton éclairage, surtout que c'est un sujet très compliqué. Pour aller un peu plus loin, bon, comme tu le sais, c'est un mystère pour personne. La fonction publique, elle souffre d'une image qui peut être un petit peu ringarde ou en tout cas dépassée avec beaucoup de clichés qui lui collent à la peau. Toi, maintenant que tu es dans la fonction publique, est-ce que tu pourrais nous dire tout simplement les idées reçues qui existent et surtout qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux là-dedans? Comment tu le ressens toi au quotidien? C'est clair que je ressens ce cliché-là dans le sens où quand j'arrive en soirée, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Juliane? En fait, très très naturellement, souvent, nous-mêmes, on essaye de simplifier en disant on est fonctionnaire, sauf que ça veut tout et rien dire. Et donc là, rien que sur le visage des gens, on voit tous les clichés qui passent dans leurs traits de visage. Je pense que celui dont on souffre et qu'il faut vraiment battre, entre guillemets, c'est celui du temps de travail. En fait, la grande difficulté aujourd'hui, je pense, qui se trouve dans les clichés, c'est que les clichés, ça vient aussi de la généralité. Oui. Et la fonction publique, aujourd'hui, elle peut pas se résumer à la fonction publique. Enfin, c'est une diversité incroyable et vraiment entre les trois versants, donc la territoriale, enfin ce qu'on appelle versant, pardon. Moi-même aussi, j'alimente les clichés avec le fait que ce soit difficile, etc. Mais du coup, en fait, on coupe la fonction publique en trois, entre guillemets. Donc, on a le versant État, territorial et hospitalier. Et du coup, en fait, la personne qui bosse dans la fonction publique, elle peut être infirmière, tout comme elle peut être au sein d'une administration, par exemple à la préfecture, tout comme elle peut être paysagiste pour le musée de Versailles, par exemple, le château de Versailles. Enfin voilà. Donc c'est une pluralité à la fois d'employeurs et donc de fonctionnaires qui fait que pour moi, on peut pas se retrouver face à des clichés comme ça et ne rien dire parce que aller dire demain à une infirmière qu'elle ne bosse pas ou qu'elle fait juste des horaires 8h, 16h, c'est faux. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais on essaye de se battre pour, entre guillemets. Et peut-être le côté un peu vieillot de la fonction publique où il y aurait, entre guillemets, que des personnes qui sont proches de la retraite et où, limite, on est encore au fax. C'est faux. Je pense aussi que là, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui continuent à bouger. Alors déjà, parce que je pense qu'il faut pas faire de l'agisme. L'âge ne veut pas faire la modernité. Et puis surtout parce que on a de plus en plus d'outils pour pouvoir améliorer les choses. Alors, il en reste encore à en faire pas mal, mais ça, c'est partout. Les choses vont de plus en plus vite, que ce soit l'IA, etc. Les entreprises aussi doivent s'en saisir. Et le public aussi est derrière pour pouvoir suivre. Donc voilà, je dirais ces deux gros clichés. Après, il y en a vraiment énormément, mais ceux-là sont très prégnants. Donc je te rejoins effectivement sur les thématiques de l'agisme, etc. Peu importe l'âge, on peut apporter sa touche de modernité ou être en veille ou être très actualisé, il n'y a aucun souci. Nous en plus, chez Profil Public, on est vachement engagé sur le fait de faire tomber ces idées reçues, etc. Et un peu en lien avec ça, est-ce que tu penses aussi que les nouvelles générations comme la tienne, comme la mienne, ont aussi un rôle à jouer là-dedans pour faire tomber les préjugés, tout ça, avec aussi des personnes de tout âge finalement?
Complètement. Tout à fait. Je pense qu'en fait, le tout, un peu comme l'a pu le dire Salomé Saké, c'est d'arrêter en fait aussi d'être en silo et de dire d'un côté les vieux et d'un côté les jeunes. Je simplifie exactement, totalement, et de pouvoir en fait réussir à s'entendre et du moins à s'écouter, parce que je pense que la voix des jeunes est tout aussi importante que celle des moins jeunes. On va essayer d'être un peu plus politiquement correct. Et effectivement, moi, je l'ai tout de suite vu chez Profil Public et je l'ai aussi vu après avec FP21, donc qui est Fonction publique du 21e siècle, qui est aussi une association partisane des agents publics de moins de 35 ans, qui, pareil, voilà, a pour but non pas de dire après 35 ans, on n'a plus rien à faire dans la fonction publique et on peut plus donner son avis sur comment est-ce qu'elle peut évoluer, mais juste pouvoir mettre aussi peut-être un peu plus un focus sur quelles sont les nouvelles attentes, comment est-ce qu'on pourrait travailler demain. Donc c'est un travail vraiment très collaboratif. Qui est intergénérationnel. Complètement, et qui va travailler en fait sur beaucoup de thématiques et aussi avec beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire à la fois les parties employeurs, mais aussi les parties agents publics, de nous-mêmes nous questionner en nous disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous demain. Et c'est très enrichissant parce qu'on se sent moins seul. Je pense que c'est ça aussi qui est assez important et qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, OK, je crois que j'aime bien la fonction publique, mais qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ce sera demain? On n'a pas les réponses pour tout encore aujourd'hui, je pense pas qu'on les aura demain non plus, mais ça nous permet vraiment de pouvoir un peu petit à petit se rendre compte que la fonction publique, c'est certes un gros paquebot, ce qu'on a souvent tendance à dire, mais on peut rentrer dedans, on peut visiter et ça peut être super intéressant, on peut découvrir d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous et pouvoir avoir vraiment être rassuré, quoi, tout simplement. Parce que petite précision, du coup, le programme ambassadeur profil public qu'on met aussi en avant, qui est le fait d'inviter des étudiants, etc., des jeunes personnes, à parler de leur mission ou de leur lien avec la fonction publique dans des ateliers, etc. Toi, tu l'as fait chez Profil Public il y a quelques années, et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé ou... Je pense même que c'est un peu ce qui ce qui m'a permis en tout cas de confirmer que je voulais continuer là-dedans. Parce que du coup, je l'ai fait, j'étais relativement jeune, entre guillemets, j'étais en Master 1, donc j'avais une petite vingtaine, entre guillemets. Non pas que je sois vieille aujourd'hui, hein, mais... Et du coup, c'est vrai que moi, voilà, j'avais fait mon stage, donc j'avais vraiment vu une structure avec un employeur et un type d'agent public, et c'était tout. Et il se trouve que dans mon cursus, on n'en a pas parlé plus que ça. Et profil public, en fait, je l'ai vu passer sur LinkedIn, et je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, etc. Et surtout, il y avait vraiment cette mise en avant il n'y a pas de profil type. C'est plus, entre guillemets, un profil de tu as fait Sciences Po, tu fais les grandes écoles, etc. Et moi, je me suis dit, bon, je viens de l'université, etc. Et ils ont l'air de pouvoir aussi apprécier. Donc, j'ai candidaté, je me souviens, j'avais fait une petite vidéo. Donc voilà, un truc vraiment très classique, enfin, classique et pas classique, mais qui m'a permis, du coup, de découvrir à la fois, comme tu le dis, d'autres personnes qui étaient intéressées par la fonction publique, toute l'équipe de profil public qui était aussi très bienveillante, et du coup, après, des intervenants qui étaient à chaque fois complètement différents et qui m'ont peut-être pas donné une fibre spécifique parce que je me cherche encore, mais en tout cas qui m'ont permis de confirmer ce qui me plaisait et c'est vrai que j'en garde une très très bonne expérience. Donc on revient aujourd'hui. Donc maintenant tu travailles à la région Occitanie en alternance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus tout simplement sur tes missions au quotidien là-bas? Ouais, donc comme tu l'as dit, effectivement, je refais une alternance après en avoir fait une avant en ministère. Cette fois-ci, du coup, je suis en charge des formations sanitaires et sociales, assez concrètement, parce que c'est toujours comme ça que c'est le mieux compris et le plus facile finalement aussi à expliquer. C'est que demain, on va prendre un exemple assez concret, une infirmière, une future infirmière justement, qui décide de s'inscrire en Aveyron. Elle va s'inscrire du coup dans une formation. Si jamais elle a le droit à la bourse, c'est la région qui va s'en occuper. Et lors de sa formation et jusqu'au bout de son parcours, dès qu'il va y avoir tout ce qui va être matériel pédagogique, donc par exemple des mannequins, aujourd'hui il existe des mannequins pour s'entraîner à faire les soins, etc. Ce sera payé par la région Occitanie, ce qui permet en fait d'outiller chaque département, puisqu'aujourd'hui la région c'est 13 départements. Pour pouvoir suivre en fait tout ce maillage territorial et tous ces enjeux de vieillissement de la population, de naissance. Donc voilà, c'est assez global, mais c'est super intéressant. Effectivement, je pense qu'on peut pas faire plus concret comme exemple, c'est super. Du coup, de ce qu'on voit un peu de tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui, en fil rouge, si je peux dire, il y a quand même la thématique de la formation qui revient. Alors, est-ce que c'est quelque chose du coup que tu voudrais développer encore plus, ou est-ce que c'est arrivé aussi par hasard C'est arrivé complètement par hasard. En fait,
j'ai eu une première formation pour le coup, du coup, là, dans le privé, parce que j'ai voulu un peu toucher à tout. Donc, dans une start-up qui s'appelait le Tremplin des élus et qui donnait la possibilité, parce que c'est une obligation, enfin, c'est un droit plutôt, pardon, excusez-moi, de former les élus. Et donc, du coup, j'ai aidé Antoine, qui est le fondateur de cette start-up, à former des élus de toute la France. Et ça m'a pas mal plu. Ensuite, je suis arrivée à la DGFP, donc la Direction Générale d'Administration de la Fonction Publique. Il faut s'entraîner à le dire comme ça, au moins on arrête avec les acronymes. Et là, je suis effectivement à la région encore sur des thématiques de formation. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, c'était un vrai fil conducteur. Et je pense que c'est quelque chose de bien parce que justement, ça m'a permis d'avoir de la spontanéité et de pas me fermer en fait, parce que même s'il y a ce fil conducteur, on voit quand même que c'est des choses à chaque fois qui ont entre guillemets rien à voir, puisque c'est des environnements de travail qui sont quand même différents, que ce soit du coup dans le parapublic, donc en start-up, donc, qui est pour le public, mais qui est quand même une forme privée entre guillemets, que ce soit en ministère et là maintenant en collectivité, ça reste quand même assez, assez différent. Et pour autant, à chaque fois, j'ai eu aucune contrainte entre guillemets. On m'a accueilli entre guillemets le bras ouvert parce que je pense que c'est aussi la richesse de la fonction publique, c'est cette mobilité-là qui d'ailleurs à chaque fois je pense apporte son petit lot de surprises parce que du coup on redécouvre en fait une autre manière de travailler. Donc du coup déjà aussi ça nous permet de jamais nous reposer sur nos acquis et d'avoir toujours malgré tout ce petit fil conducteur qui nous plaît. Donc moi en l'occurrence ça me plaît, donc peut-être que oui, j'espère continuer là-dedans, mais en ayant toujours des expériences assez différentes. Et du coup aujourd'hui je considère que voilà, les 3 expériences elles sont incomparables et ça me permet même sur une même thématique d'avoir eu des choses différentes. On est maintenant dans la dernière partie de cette vidéo. Donc on va passer à plusieurs questions récurrentes qui viennent dans ces vidéos, qui sont toujours très rigolotes à faire. La première, si demain tu étais ministre de la fonction publique, c'est quoi ta première mesure? Très bonne question. Je pense que la première, ce serait en fait en finir avec les généralités autour de la fonction publique. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il y a énormément de clichés. J'ai même limite l'impression que ça n'a entre guillemets pas de sens de dire la fonction publique, parce que ça veut vraiment tout et rien dire. Limite les fonctions publiques, ça pourrait être assez intéressant. On a celle de l'hospitalière, de la territoriale, etc. Et je pense que oui, ça permettrait à la fois de répondre peut-être plus justement à certains enjeux, parce que en fait, au lieu de voir la globalité, on est vraiment beaucoup plus dans pour ça, ce sera cette thématique-là, etc. Même s'il y en a qui sont communes, hein. La question d'attractivité, elle se pose quand même pour l'ensemble de la fonction publique. Mais je pense que cette thématique-là, elle serait assez intéressante, en tout cas à creuser. Et ensuite, peut-être la deuxième chose, je pense qu'on l'a tous un peu vu depuis un certain temps. À chaque fois qu'il y a un ministre ou même une politique en charge, de la fonction publique, il y a toujours ce petit mot transformation, efficacité, efficience, qui, je pense, au final, ne fait pas forcément un grand bien à la fonction publique. Parce que ça renvoie vraiment une image de elle va pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on la transforme, etc., qu'on la rende plus efficace. Sauf que sur du long terme, je pense que déjà ça perd un peu de son sens. Et ça renvoie pas forcément une bonne image à la fois pour l'agent public qui se dit, encore une fois, l'infirmière qui dit, on va encore transformer mon métier, mais je veux dire, je soigne les gens. Donc voilà, il y a ce côté-là, et aussi je pense peut-être pour les personnes hors fonction publique qui se disent oula mais moi je veux pas y aller. Moi la première, je me dirais non, j'y vais pas. S'il y a des trucs à transformer, ça veut dire que c'est pas très stable, que ça va pas, etc. Et donc je pense que je ferais ça en étant ministre. C'est une très bonne première mesure. En parlant ministère, au tout début de la vidéo, tu as parlé de ta petite expérience avec Stanislas Guerini, petite photo. Mais est-ce que le cliché existe encore? Totalement. Je l'ai même envoyé à ma grand-mère qui était tout à fait fière. Donc si vous voulez, je vous l'enverrai aussi. Ouais. Eh ben écoute, on serait très ravis, et si on a réussi à la voir, ça s'affiche tout de suite, juste derrière nous. On va continuer avec la petite recommandation qui clôt toute cette vidéo. C'est quoi tes recos actuels par rapport à tes missions ou des choses en lien, peu importe le format? Ouais. J'en aurais peut-être 3, et encore j'essaie d'être assez exhaustive. Peut-être en BD, parce que je trouve que ça change des livres. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de faire la rencontre économique d'Aix, et j'ai rencontré William Onvaux, qui est du coup un économiste et qui a fait, avec une illustratrice dont je suis désolée, je me souviens plus de son nom, a fait une BD sur les économistes sauveront le monde.
Et c'est vraiment, enfin, Sauvons la planète, pardon. Désolée pour le titre. De toute façon, au pire, tu le mettras, voilà. Et c'est vraiment un format hyper ludique, la BD, qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'économie, quel est son rapport à l'écologie, etc. Et en termes de culture personnelle, et même voilà, pour creuser ce sujet que moi personnellement, je n'ai pas forcément beaucoup abordé dans mon parcours. J'ai trouvé vraiment ça super, donc voilà, je la recommande. Et après, peut-être 2 séries. Hippocrate, incontournable. Vraiment très très fan. Ouais, mais pas très original. Mais voilà, vraiment très sympa. En plus, fait par un ancien médecin, donc voilà, avec vraiment ce regard très pragmatique. Et que je trouve finalement à la fois positif et négatif, donc ça montre toute la complexité et du coup la justesse de la fonction publique hospitalière. Et peut-être pour avoir un peu plus de touche d'humour, parce que celle-là me fait vraiment beaucoup rire, c'est Au service de la France. Je crois que c'est le même réalisateur que OSS 117, qui reprend vraiment tous les clichés de l'administration, parce que même si je le subis, parfois c'est rigolo aussi d'en rigoler. Et alors là, c'est très très rigolo. Il y a la question de la complexité qui revient, mais ça n'a pas de sens, etc. Tourné dans les années 60-70, c'est vraiment à regarder. Je crois que c'est sur Arte. Voilà. Je l'ai vu aussi cette série. Je vous la conseille effectivement parce qu'elle est très humoristique. Ouais, je sais pas comment trop vous expliquer, mais en termes d'ambiance, il y a quelque chose de très OSS 117. Ouais. Mais d'un point de vue un peu plus réaliste, il y a quelque chose de très kitsch et en même temps c'est très réaliste dans les approches. Ouais. Donc c'est vraiment un très bon mélange. Merci beaucoup pour ces recommandations. Okay. Et merci beaucoup pour ton temps accordé avec nous, à parler de tes missions, de ton parcours, tout ça. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, sachant qu'on a aussi la version audio qui sort un peu plus tard, donc pour l'écouter sous plusieurs formats. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!